Bonjour à tous et bienvenue. Je suis aujourd'hui accompagné de Scott Ritter, ancien marine américain, officier du renseignement et inspecteur en armement pour l'ONU. C'est un plaisir de vous retrouver parmi nous. Nous voyons maintenant qu'Israël a attaqué l'Iran lors d'une offensive massive et surprise, une guerre d'agression illégale dont les conséquences sont encore impossibles à prévoir. Mais que savons-nous à ce stade? Quels étaient les objectifs visés et quelle est l'ampleur des dégâts infligés à l'Iran? Ce que nous savons, c'est qu'il ne s'agit pas d'un acte spontané de la part d'Israël, mais plutôt d'une action soigneusement planifiée, préparée depuis plus d'un an et qui a apparemment été étroitement coordonnée avec les États-Unis dans tous les aspects de cette frappe. Nous savons également qu'il s'agissait d'une attaque très sophistiquée, non seulement en termes de technologie utilisée pour infliger des dégâts cinétiques à l'Iran, mais aussi parce que cette attaque comportait un élément de décapitation visant spécifiquement à éliminer des personnalités ciblées du gouvernement iranien, des personnes qui seraient au cœur de la prise de décision stratégique. Cette attaque, je le crois, est un prélude à une campagne dont l'objectif va au-delà de la simple élimination de l'infrastructure nucléaire iranienne et de la menace potentielle qui en découle. Je pense qu'il s'agit d'une campagne dont l'objectif ultime est un changement de régime en Iran, car du point de vue israélien, Israël ne sera en sécurité que lorsque la théocratie actuelle en Iran aura été renversée. Il s'agit donc d'une lutte existentielle. Et je pense qu'il est important que les personnes qui observent la situation comprennent qu'il ne s'agit pas d'un conflit qui peut se terminer par une négociation. C'est un conflit qui ne peut se terminer que par la mort et la destruction de l'une des deux nations actuellement impliquées. Soit Israël est fondamentalement vaincu et éliminé en tant que menace régionale, soit l'Iran l'est. À ce stade, je ne vois aucun terrain d'entente. Eh bien, l'une des cibles, en plus du commandement militaire, concernait aussi des cibles civiles. Mais j'imagine que les réacteurs nucléaires sont l'élément le plus important. Est-ce qu'on sait déjà quelque chose à propos de fuites radioactives ou de ce genre de choses? Au départ, l'organisation nucléaire du gouvernement iranien avait indiqué qu'il n'y avait aucune fuite radioactive. Mais il semble désormais que des fuites de radiation aient été détectées dans au moins l'un des halls de Natanz, qui est la première installation d'enrichissement nucléaire de l'Iran, et pendant un certain temps, a été sa principale installation d'enrichissement. Elle comporte des zones souterraines de production en cascade d'enrichissement qui étaient considérées comme protégées contre les attaques. Mais en observant certaines des munitions israéliennes anti-bunker qui auraient apparemment été larguées sur Natanz, il semble qu'elles aient réussi à effondrer au moins l'une de ces structures, et il semblerait que de la radioactivité ait été détectée. Et les missiles iraniens, car bien sûr, ils disposent de capacités de riposte très puissantes, sont apparemment stockés principalement sous terre. Avons-nous déjà des informations à ce sujet? Et dans quelle mesure les Israéliens ont-ils réussi à détruire les missiles iraniens? Ce qui est clair, c'est qu'Israël a ciblé la plupart, sinon la totalité, des soi-disant villes de missiles iraniennes, ainsi que ces zones de stockage souterraines de missiles. De plus, l'Iran disposait d'une certaine capacité de riposte déjà déployée sur le terrain en attente d'ordre. Il semble que ces missiles aient également été ciblés par Israël, notamment à l'aide de munitions anti-bunker. Mais il y avait apparemment une présence significative des forces spéciales israéliennes sur le terrain. Une vidéo publiée par les Israéliens montre ce qui semble être des forces d'opération spéciales installant ce qu'on appelle des missiles Spike
qui sont des armes anti-chars à guidage optique, pouvant être utilisées pour diverses autres missions. Et apparemment, ces forces spéciales surveillaient et traquaient la capacité de frappe mobile de missiles balistiques de l'Iran et les ont éliminés en utilisant une combinaison de drones et de missiles Spike. Mais encore une fois, cela montre à quel point ces opérations sont planifiées. Je peux vous dire par expérience personnelle qu'on ne se réveille pas simplement un matin pour déployer une force d'opération spéciale à la légère au cœur d'une nation hostile. Ces missions nécessitent une planification approfondie. L'infiltration, l'exfiltration et l'action sur le terrain sans être détecté exigent non seulement une grande compétence et du courage de la part de l'opérateur sur le terrain, mais aussi la fiabilité de ceux qui sont responsables de les faire entrer et sortir. Non, cela semble être une attaque surprise, très bien planifiée et sophistiquée. Mais il est certain qu'une riposte iranienne viendra. Savons-nous comment l'Iran pourrait riposter? Va-t-il s'en prendre aux réacteurs nucléaires israéliens, aux bases américaines dans la région, ou aux États arabes qui aident à défendre Israël? Je sais qu'il s'agit de beaucoup de spéculations à ce stade, mais à quoi peut-on s'attendre aujourd'hui ou dans les prochains jours? Eh bien, bon sang, je veux dire, si je suis un boxeur qui s'entraîne pour un combat, je vais développer un répertoire, jab, 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 uppercut, crochet, tous les différents coups que je peux utiliser selon la façon dont tu te présentes comme cible. Mais si, dès le départ, on m'ampute un bras, qu'on me déchire la coiffe, des rotateurs de l'autre, et qu'on me déchire le triceps et tout ça, soudainement je n'ai plus autant de coups à ma disposition. Combien de coups l'Iran a-t-il en ce moment? Vous savez, l'Iran a déclaré que si elle était attaquée, si son infrastructure nucléaire était attaquée, elle éliminerait la capacité de production pétrolière au Moyen-Orient, menaçant ainsi la sécurité énergétique mondiale. Ils n'ont rien fait. Vous savez, on nous avait dit que si les États-Unis étaient impliqués d'une manière ou d'une autre dans une attaque israélienne, les installations américaines dans la région subiraient des représailles meurtrières. Nous n'avons rien vu. On nous avait dit que la nation israélienne elle-même ferait face à une riposte implacable et horrible qui menacerait son existence même. Nous n'avons rien vu. Alors, est-ce parce que les Iraniens préparent quelque chose? Ou est-ce parce que une grande partie de leur force de frappe a été neutralisée? Je ne pense pas que l'Iran ait la capacité de faire tout ce qu'il a promis de faire. Je ne crois pas, par exemple, que l'Iran puisse anéantir Israël et détruire les installations militaires américaines dans la région. La même chose, je ne crois pas que l'Iran ait actuellement la capacité de commencer à détruire la production pétrolière dans la région. Je pense que l'Iran doit faire le point sur ce qui lui reste, le cas échéant, en termes de capacité de riposte, puis établir des priorités. Pour l'instant, nous avons un conflit qui pourrait se limiter simplement à Israël. L'Iran devra prendre une décision, car je peux garantir à 100% que si l'Iran attaque une installation militaire américaine dans la région, toute la puissance militaire des États-Unis sera déployée contre l'Iran. Et si vous pensez que ce que vous avez vu se passer en Iran la nuit dernière était dur, vous n'avez encore rien vu. Il n'existe aucun pays, aucune puissance au monde capable de projeter sa force de manière plus violente que les États-Unis d'Amérique. Et cela fait bien plus d'1 an que nous nous préparons à une frappe militaire contre l'Iran. Le général Carillo a déjà informé le président Trump des options de frappe. Les ressources sont prêtes, les bombes sont prêtes, et certaines de ces armes pourraient être nucléaires. Les armes américaines pourraient être de nature nucléaire. Le seul moyen de détruire Fordo, par exemple, l'installation souterraine d'enrichissement nucléaire,
serait d'utiliser une bombe nucléaire. Le seul moyen de détruire certaines des autres installations serait également d'utiliser une arme nucléaire. Il est clair qu'Israël n'a pas utilisé d'armes nucléaires et il est peu probable qu'Israël en utilise une. Je pense qu'Israël joue sur le long terme. Plutôt que de détruire Fordo, il cherche à éliminer le gouvernement, puis lors des négociations post-conflit, à faire éliminer Fordo par le biais d'inspections, etc. Mais si vous attaquez des installations américaines et faites des victimes américaines, les États-Unis réagiront avec une extrême sévérité. Et je pense que la chose que l'Iran doit comprendre en ce moment, c'est qu'il n'a aucune défense aérienne. Les Israéliens, grâce à l'utilisation de technologies et de tactiques innovantes en matière de drones, ont réussi à anéantir la défense aérienne iranienne. L'Iran est littéralement une nation sans défense. Sa seule défense réside dans sa capacité à projeter une force de frappe offensive significative. Et à l'heure actuelle, on ignore combien de cette capacité, s'il en reste, subsiste. Je pense que s'il reste une quelconque capacité de frappe, l'Iran se concentrera presque exclusivement sur des cibles israéliennes, afin de punir Israël pour ce qu'il a fait. Mais l'idée que l'Iran va lancer une attaque large et généralisée contre toutes les cibles, je pense que ce n'est plus envisageable, car Israël a réussi à interdire une part significative du potentiel de riposte de l'Iran. Vous avez mentionné plus tôt la responsabilité américaine, mais il y a eu des signaux contradictoires à ce sujet. Marco Rubio a déclaré que cela avait été fait uniquement par Israël, tandis que Trump a publié des tweets quelque peu énigmatiques. Mais malgré tout, il semble assez évident, à en juger par le langage employé, que les États-Unis non seulement étaient au courant, mais ont aussi, dans une certaine mesure, participé. Encore une fois, la façon dont il s'exprime rend toute certitude difficile. Mais y a-t-il la moindre possibilité que les États-Unis n'aient pas été impliqués dans cette attaque? Pas du tout. Les États-Unis ont été impliqués dans cette attaque. Il n'y a qu'un seul commandant en chef. Et même si l'on peut respecter Marco Rubio en tant que secrétaire d'État, il faut comprendre ceci. Même en tant que secrétaire d'État, il n'est pas au courant de tout sur quoi les États-Unis s'accordent. Une grande partie des interactions qui ont eu lieu se sont déroulées en dehors du champ d'action de Marco Rubio. Son rôle est de couvrir le président, d'assurer la négation plausible. Mais il est ensuite contredit par le président lui-même, qui sort et tweet carrément « C'est nous, je vous avais prévenu, 60 jours, nous sommes maintenant au 61e jour. » Ah ah. Voilà, Donnie. Donc tu étais impliqué. Toutes ces armes qu'Israël a utilisées, c'est nous qui les leur avons données, en sachant qu'ils allaient éliminer les dirigeants et les cibles. Ne vous frottez pas à l'Amérique. Je veux dire, littéralement, j'ai parlé plus tôt avec le juge Napolitano, et j'ai dit, vous savez, si Marco Rubio était la défense et qui se présentait en affirmant que l'Amérique n'était pas impliquée, puis que le procureur iranien arrivait et présentait les publications de Donald Trump sur les réseaux sociaux, j'ai demandé, que devient la défense américaine? Il a répondu, elle vole en éclats. Il est évident pour tout le monde que les États-Unis étaient profondément impliqués, non seulement dans la planification, mais que nous avons mis tout cela en place. L'un des vrais torts causés à l'Amérique, c'est notre crédibilité en tant que nation. Nous étions censés être engagés dans des négociations diplomatiques sérieuses avec les Iraniens pour résoudre ce problème, et nous nous préparions pour la 6e session. D'après certains rapports, il semblait que des concessions importantes étaient envisagées. L'Iran faisait vraiment des efforts pour conclure un accord. Et pourtant, il semble que nous ne négocions pas de bonne foi, que nous cherchions simplement à gagner du temps pour endormir les Iraniens dans un faux sentiment de sécurité.
lorsque le président met l'accent sur les négociations de dimanche, puis que Benjamin Netanyahou intervient pour renforcer ce message en disant « Oui, nous attendrons jusqu'à dimanche pour voir ce qui en ressortira. » Et puis vous savez, vendredi matin, vendredi soir, jeudi soir, ils attaquent, une attaque surprise. Écoutez, c'est un événement du type Pearl Harbor. C'est une violation du droit international. Israël n'a aucune justification au regard du droit international. Absolument aucune. La légitime défense préventive que beaucoup aiment invoquer exige une menace imminente qui ne peut être traitée autrement. Israël a exposé la nature imminente de la menace posée par le programme nucléaire iranien. Et pourtant, on ne peut pas parler de menace imminente alors que l'Iran est en train de négocier activement pour résoudre ce problème, que ses installations sont sous surveillance et qu'il n'y a aucune preuve de détournement. Je sais que l'AIEA a publié un rapport émis par le Conseil des gouverneurs qui affirme qu'ils ne peuvent plus garantir ce résultat. Mais c'est simplement une déclaration absurde et politisée. Il n'y a aucune preuve que l'Iran détournait quoi que ce soit. Aucune. Absolument aucune. Et l'AIEA le sait. Mais le moment choisi pour publier leur rapport, encore une fois, était délibéré afin de créer l'idée d'une intervention militaire justifiable. Mais Israël, ils n'ont fait aucun effort. Ils n'ont fait aucun effort pour impliquer la communauté internationale. C'était un acte illégal, un acte illicite, un événement comparable à Pearl Harbor. Et les États-Unis ont joué un rôle très important pour le rendre possible. Oui, cela ressemble beaucoup à l'Irak en 2003, car à l'époque aussi, on a tenté de présenter cela comme une action préventive. Mais bien sûr, ce n'est pas préventif. Comme vous l'avez dit, cela suppose une attaque imminente. Ici, c'est préventif, donc quelque chose qui pourrait arriver dans le futur. Mais cela n'a rien à voir avec ce que le droit international est censé couvrir. Je ne pourrais pas être plus d'accord. C'est aussi illégal que possible. Mais quelles sont les conséquences plus larges? Comme vous l'avez dit, il s'agissait d'une attaque surprise pendant les négociations. Donc, un coup de poignard dans le dos. J'imagine que les négociations sont terminées. Ils ne peuvent pas négocier avec les Américains pendant que les Américains et les Israéliens attaquent leurs réacteurs nucléaires. N'est-ce pas une hypothèse raisonnable, ou qu'en pensez-vous? Eh bien, ce n'est pas seulement une supposition. Les Iraniens ont déclaré qu'il n'y aurait plus de négociations. Au moins, la 6e série est annulée et il n'y a plus rien à négocier pour l'instant. Ce qui importe, c'est la manière dont l'Iran va avancer. Actuellement, ils ont dit « Nous continuerons à enrichir », ce qui signifie qu'ils poursuivront leur programme nucléaire, ce qui est leur droit. Mais maintenant, comment vont-ils gérer leurs relations avec l'AIEA? Je veux dire, l'une des conséquences de cette attaque est d'avoir détruit la crédibilité de l'AIEA. Je sais ce que cela signifie. Quand j'étais inspecteur en armement en Irak, je sais ce qui s'est passé lorsque les États-Unis ont utilisé le processus d'inspection, non seulement pour justifier une frappe contre l'Irak, mais aussi pour recueillir des renseignements sur les cibles qui ont été frappées. Je peux vous garantir que les points de visée spécifiques qu'Israël a utilisés contre les différentes infrastructures nucléaires étaient des points de visée dérivés de l'accès des inspecteurs de l'AIEA à ces sites. Car je sais que c'est ce qui s'est passé lorsque les Nations Unies ont eu accès à des sites sensibles en Irak. Les Iraniens ont saisi des documents censés démontrer la collusion entre Grossi et son équipe de l'AIEA avec Israël sur la question nucléaire iranienne. Et il semble maintenant y avoir une collusion directe entre les rapports de Grossi, le travail du conseil d'administration, pour créer une façade de justification légale aux actions d'Israël. Comment l'AIEA pourra-t-elle regagner sa crédibilité, si tant est que ce soit possible?
Et quel sera le rôle de l'AEA à l'avenir? Disons qu'il se peut qu'Iran ne se retire pas du TNP, même s'ils ont promis de le faire si leurs installations nucléaires étaient attaquées. Je dirais simplement ceci. À ceux qui disent qu'Iran devrait agir ainsi, qu'il devrait poursuivre l'arme nucléaire, comprenez ceci. Iran ne sera jamais autorisé à posséder l'arme nucléaire, si cela n'a pas déjà été clairement dit. Je ne sais pas comment le dire plus clairement. Cela se termine par la disparition du programme nucléaire iranien. C'est la réalité. Si l'Iran parvient à naviguer dans ces eaux troubles et à mettre fin à ce conflit d'une manière qui permette à la théocratie de rester au pouvoir, ce serait un véritable exploit. Mais l'Iran ne sortira pas de cette situation en tant que puissance nucléaire. Beaucoup de gens disent qu'il faudrait que l'Iran construise une bombe. Comprenez bien que l'Iran ne construira jamais de bombe. Et si jamais il en construit une, alors les bombes américaines détruiront cette bombe. Nous ne permettrons pas que cela arrive. Les gens doivent donc se débarrasser de cette idée de leur esprit. Et j'espère que les dirigeants iraniens feront de même. Ils ne veulent pas que l'Amérique s'implique directement dans cette guerre. Ce qu'ils veulent, c'est infliger tellement de dégâts à Israël, qu'Israël lui-même demande la cessation de ce conflit d'une manière qui permette à l'Iran de continuer à exister. Mais vous savez, cela ne fait qu'accentuer l'instabilité de façon extrême. Le programme nucléaire iranien n'existera pas comme il existait auparavant, ni comme l'Iran voulait qu'il existe. C'est un événement qui change la donne à tous les niveaux. Oui. Et encore une fois, je voulais vous poser ma dernière question. Voyez-vous une voie possible, ou à quoi cela pourrait ressembler, un chemin vers une guerre régionale plus large? Encore une fois, les attaques israéliennes se poursuivent, si je ne me trompe pas. Il y a eu plusieurs vagues maintenant contre Israël. Donc, encore une fois, cela se passe en ce moment même. Mais comment voyez-vous la possibilité que cela s'étende à une guerre régionale? Il est très difficile de faire des prédictions à ce stade, mais quels pourraient être les développements possibles à partir de maintenant selon vous, si vous deviez envisager différents scénarios? Les Israéliens ont déclaré que si l'Iran ripostait, ce qu'Israël demande, c'est « laissez-nous terminer le travail. Nous avons lancé une attaque destinée à détruire votre infrastructure nucléaire. Ce que nous vous demandons, c'est simplement de rester en retrait, de ne rien faire et de nous laisser finir ce travail. Mais si vous nous attaquez, si vous ripostez, alors nous frapperons vos installations de production pétrolière. Nous détruirons en fait la viabilité de l'économie iranienne à l'avenir. Je veux dire, il faudrait un miracle diplomatique, mais j'entrevois un scénario dans lequel, si cette guerre se limite à Israël qui bombarde l'Iran et l'Iran qui bombarde Israël, nous pouvons la contenir à cela. Mais si Israël attaque l'infrastructure pétrolière de l'Iran, je pense que l'Iran n'aura pas le choix. À ce stade, il n'y a pas d'autre option que de s'en prendre aux installations de production pétrolière régionale en Arabie Saoudite. Et encore une fois, il semble que l'Arabie Saoudite ait collaboré avec les États-Unis et Israël pour aider à endormir l'Iran dans un faux sentiment de sécurité. Le rapprochement négocié par la Chine semble avoir été vide de sens. La visite du ministre saoudien de la Défense en Iran visait à inciter l'Iran à baisser sa garde. Les États arabes du Golfe ont collaboré avec Israël et les États-Unis pour aboutir précisément à ce résultat. Si l'Iran décide de riposter contre les capacités régionales de production d'énergie, ce sera une catastrophe pour le monde entier. Nous devons également nous demander quel sera le rôle de la Russie à l'avenir. La Russie a signé un accord cadre stratégique en janvier de cette année. L'Iran a aidé la Russie en lui fournissant une technologie de drone à un moment crucial de l'opération militaire spéciale. Et l'Iran a été désigné par Israël et les États-Unis pour être sanctionné à cause de cela.
La Russie a élaboré d'importants plans économiques pour l'avenir. Fondés sur l'idée d'un corridor économique nord-sud reliant la Russie à l'Iran, et elle collabore aussi avec la Chine sur une nouvelle route de la soie, ce qui vient d'être démontré. Un train est arrivé de Chine à Téhéran il y a peu de temps. Si le but de cette campagne est, comme je le crois, un changement de régime, cela signifie que les États-Unis et Israël cherchent à éliminer l'Iran. Et cela perturbe fortement les plans de la Russie et de la Chine. L'Iran est membre des BRICS, et un membre des BRICS se trouve actuellement confronté à un combat existentiel pour sa survie. La Russie peut-elle se permettre de rester silencieuse sur cette question? Et que peut faire la Russie, le cas échéant, pour aider à préserver la souveraineté et la survie de l'un de ses alliés proches? Et si la Russie ne fait rien, reste en retrait et permet aux États-Unis et à Israël d'éliminer l'Iran, où la limite sera-t-elle fixée? Ce conflit a donc un potentiel énorme pour dégénérer de façon incontrôlable. Eh bien, Scott Ritter, merci beaucoup pour votre temps. Je vous en suis reconnaissant. Merci, d'accord, merci. Thank you.